On pourrait jeter là-dessus un regard blasé. Le gauchisme à l'université, c'est vieux comme un discours de Danny Cohn-Bendit. Et on peut imaginer que les jeunes gens qui font tant de bruit aujourd'hui finiront comme leur aimable prédécesseur, Dany le Rouge, en soutien fervent du pouvoir économique et du cercle de la raison. Y avait-il davantage de pluralisme quand les débats se faisaient entre stalinistes, trotskistes et maoïstes sous les auspices d'un Jean-Paul Sartre occupé à traiter de salaud quiconque avait le mauvais goût de considérer le goulag comme un problème? Ainsi, les passionnariats en kéfier et les jeunes gens reprenant des slogans tels que « Israël assassin, Sciences Po complice » ne seraient que des descendants des jeunes excités qui noyautaient les âgés des années post-68 et faisaient régner une terreur intellectuelle totale sur les campus. Passionnariat en kéfier car il est assez frappant de voir combien les jeunes filles ont pris un ascendant certain dans les divers mouvements contestataires, des manifestations pour le climat aux luttes contre toutes les discriminations. Une chercheuse de Stanford, Alice Evans, s'est penchée sur les données de l'Institut Gallup et en a tiré des enseignements que les médias et les gouvernants seraient bien inspirés d'étudier. Chez les jeunes gens de 18 à 30 ans, dans l'ensemble des démocraties, que ce soit aux États-Unis, en Inde, en Allemagne ou en France, un fossé idéologique est en train de se creuser entre hommes et femmes qui se traduit par des écarts de positionnement allant jusqu'à 30 points sur certains sujets de société. Le progressisme multiculturaliste et la lecture binaire séparant dominant et dominé attirent des jeunes femmes pour lesquelles les violences sexistes et sexuelles sont le premier sujet de préoccupation. C'était le cas en France lors de la présidentielle de 2022 selon un sondage publié par le magazine Elle. Cependant, en dehors de cette dimension genrée, y a-t-il une différence majeure entre les mouvements qui agitent aujourd'hui les universités et ceux qui les secouaient il y a 50 ans? Quelle est la spécificité de ces jeunes gens qui ont fait de la cause palestinienne l'unique objet de leur engagement et l'essence de leur vision du monde? Quoi qu'on pense de la sincérité des étudiants de Sciences Po qui expliquent qu'ils ne connaissaient pas la signification atroce du souvenir des mains ensanglantées dans le cadre du conflit israélo-palestinien, il y a dans la radicalité agressive de ces jeunes gens qui traquent dans leur rassemblement les sionistes qui voudraient venir défendre leur point de vue, quelque chose de profondément inquiétant et d'emblématique de ce que sont désormais les universités occidentales. Les institutions nées en Europe au XIIe siècle comme des lieux de production et de transmission du savoir ont connu dans la deuxième moitié du XXe siècle une évolution dont nous ne mesurons pas l'ampleur et qui est liée à la tertiarisation d'un capitalisme obsédé par le contrôle et la performance. L'exigence de culture générale et la nécessité d'embrasser la totalité des savoirs humains pour comprendre une discipline spécifique ont été balayées par l'hyperspécialisation et l'effacement des humanités au profit soit d'une sociologie devenue tout sauf une science, un instrument de confirmation idéologique et de diffusion d'un jargon censé modeler le réel, soit des disciplines, management, marketing ou communication, conçues comme des outils pour étendre la sphère du capitalisme. On aura donc une pensée émue pour l'inénarrable Mathieu Slama, enseignant en communication au CELSA, fils du brillant essayiste libéral, agrégé de lettres classiques et maître de conférences en droit et littérature, Alain Gérard Slama. Mathieu Slama qui affirme doctement que la défense des livres pour contrer l'influence des réseaux sociaux relèverait du snobisme et du mépris de classe. Bon, comprendre et éclairer le monde n'est plus le projet de ces étudiants. Aucun hasard d'ailleurs à voir ceux de Sciences Po devenir le poste avancé de toutes les modes politiques importées des campus américains, tant il est vrai que l'œuvre de l'ancien directeur Richard Descoings fut de transformer cette école, censée produire des serviteurs de l'État, en école de commerce mondialisée dans laquelle les savoirs sont accessoires par rapport au réseau que sont supposés se créer les étudiants. Cette vision était celle de Richard Descoings et il la proposait à la gauche comme à la droite pour une réforme de l'enseignement secondaire français. Nous avons écrit ici même combien la réponse du gouvernement de Benyamin Netanyahou à l'horreur du 7 octobre nous semblait à la fois scandaleuse et contre-productive. Pour autant,
le simplisme de jeunes gens obsédés par la domination au point de glisser d'une défense légitime des droits des Palestiniens à une dénonciation plus que douteuse d'un supposé privilège d'Israël et par un glissement plus douteux encore des Juifs en général, à quelque chose de consternant et plus encore d'effrayant. Mais dans un monde universitaire où la description rationnelle du monde et la recherche de la vérité ont laissé place à l'expression nombriliste des ressentis, l'inculture estudiantine et son corollaire, la dépolitisation totale, sont devenus les meilleurs alliés des manipulateurs et le terreau d'une guerre idéologique dont la première victime sera la démocratie.